Echoes Studio. Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. On va aujourd'hui découvrir un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité. Donc ça va être le 102e, 103e épisode de The Big Shift. Donc ça a commencé à devenir un peu urgent. On va parler de l'industrie textile, de la mode, de la fashion. Et j'ai avec moi Florent Paluel de Picture Organic Clothing. On dit juste Picture. Juste Picture, ouais. Ok, on est avec Picture. Et l'idée, c'est de faire le tour un peu du constat de tout ce secteur, de voir ce qui va, ce qui va pas, ce qui s'est amélioré dans les dernières années, ce pourquoi vous vous battez, et puis comment est-ce que vous faites pour avoir cet engagement dans une industrie qui n'est pas forcément hyper évidente. Et donc voilà, on va parler de tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications aussi, de mettre un commentaire, de mettre des étoiles, ça nous aide énormément à progresser. Et donc c'est pas un énorme engagement pour vous et c'est un super retour pour nous. Donc merci beaucoup pour votre aide. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton sentiment vis-à-vis de la situation climatique? Comment est-ce que tu te sens? Climatique, écologique, biodiversité, ouais, bien sûr, prends le prisme que tu souhaites. Limite planétaire, quoi. Quand mes réseaux sociaux, ils sont, l'algorithme me montre exactement l'état de la situation et les personnes qui sont le mieux placées pour en parler. Donc forcément que quand tu scrolles, que ça soit sur LinkedIn, Insta ou quoi, c'est un florilège de news pas très réjouissantes. Ouais. Après, bien sûr, tu prends un peu de recul. Il y a l'actualité du moment, il y a l'actualité au sens un peu plus large. Il y a du court, du moyen terme, du long terme. Il y a des combats qu'il faut absolument pas laisser de côté. Il y a aucune place au fatalisme dans tout ça, tu vois. Donc en fait, il y a très très peu de raisons pour être optimiste. Et en même temps, il y a plein de choses à aller chercher, des choses sur lesquelles s'améliorer, des combats encore à gagner, des choses à conserver, à préserver. Donc je navigue entre pessimiste et détermination, on va dire. Ok, t'as eu un déclic, on a pas mal évoqué ça dans le dernier épisode avec Charlotte Georgie. On disait qu'il n'y avait pas forcément maintenant des déclics forts. Est-ce que toi, tu as eu un déclic spécifique lié à ta prise de conscience écolo ou est-ce que c'est quelque chose d'assez naturel, commun pour toi? Alors, en fait, ça a été en 2018, quand j'ai repris à 100% le sujet de l'engagement environnemental de Picture, l'entreprise, je me sentais assez peu légitime. Alors, bien sûr, tu peux considérer que tu vas t'attaquer au sujet, entre guillemets, classique du textile, et on va en parler. Mais pour le rôle qui était le mien, qui commençait à le devenir, sur l'engagement de la marque, je me disais, tu connais pas très bien la situation globale, le sujet climatique, des limites planétaires, des inégalités. Voilà, t'as un focus textile assez intéressant, mais clairement, tu manques de compétences au sens large sur la situation globale. Et donc, en fait, le déclic, il est venu de ce ressenti que j'avais personnellement par rapport à mes connaissances. Et du coup, je me suis mis à explorer le sujet de fond en comble, à aller lire les rapports du GIEC, de l'IPBES, des personnes qui sont très, très pertinentes et spécialistes pour parler de tout ça. Et du coup, en fait, c'est ce plongeon dans ce grand bain de connaissances qui était assez nouvelle pour moi, m'a fait ce déclic. Donc, parfois, on dit que ça suffit pas d'être connaisseur pour passer à l'action. Moi, justement, ça a été l'inverse. J'ai eu besoin d'en savoir énormément et bien au-delà du textile. Je m'intéressais à des sujets qui sont plutôt éloignés du textile, mais ça nourrissait, je sais pas, mon engagement, ma connaissance, et ça me permettait de faire le pont entre des grands sujets macro et la réalité d'une marque, d'une entreprise qui appartient à l'industrie textile, pour ne pas se planter sur tel ou tel sujet. Donc bref, déclic lié à cette espèce de boulimie de connaissances dont j'avais besoin pour me sentir plus à l'aise dans mon métier. Mais du coup, ça veut dire que tu avais quand même déjà choisi que tu allais bosser sur la partie engagement de la marque. Donc finalement, je sais pas, est-ce que c'est le fait que tu t'es dit, OK, il faut que je m'informe, et après tu t'es dit, ça veut dire il faut que je taffe sur l'engagement de la marque, ou est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de taffer sur l'engagement de la marque, donc il faut que je m'informe? Dans les deux cas, il y a probablement une prise de conscience qui est un peu antérieure aussi, même si tu l'as pas conscientisé. Donc je suis arrivé dans l'entreprise en 2012. Donc j'étais en stage, contrat pro, etc. Okay. J'avais déjà une petite casquette, ce qu'on appelle RSE, soutenue par une agence de conseil qui s'appelait Aircop. Et donc j'avais déjà un pied là-dedans, si tu veux. Mais j'avais aussi plein d'autres casquettes marketing
les réseaux sociaux, le web, etc. Donc en fait, à mesure que la boîte a grandi, moi j'ai lâché toutes les casquettes marketing et en 2018, j'ai fait le choix, enfin j'avais un choix à faire. Est-ce que je me mets à 100% sur les réseaux sociaux, community manager, plein temps, ou est-ce que je recentre à 100% sur l'engagement? Donc en fait, tu vois, à un moment donné, j'ai dû faire ce choix. Et donc il était motivé par mes convictions, mais qui était encore assez light par rapport à l'ampleur du problème. Motivé par c'est un des sujets majeurs des prochaines années. Donc tu vois, c'est quand même intéressant de mettre un pied là-dedans. Je suis pas du tout carriériste, mais tu sens quand même que tous les signaux indiquent qu'il faut plutôt aller dans cette direction. Donc tu vois, ça s'est fait comme ça. Mais on peut pas dire que depuis mon adolescence jusqu'à 27-28 ans, j'étais particulièrement engagé, quoi. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait 5 ans que tu es sur les sujets engagement exclusivement, à peu près. Un peu moins, un peu moins, mais à peu près, ouais. C'est hyper intéressant parce que Picture, c'est une marque qui est connue pour son engagement. En revanche, est-ce que quand on est donc à la tête d'un service engagement dans une boîte comme ça, est-ce qu'on se retrouve à être un peu entre le marteau et l'enclume? Parce que du coup, le marketing qui va vouloir peut-être pousser des trucs qui vont peut-être mieux marcher ou qui vont être un peu plus vendeurs. Et est-ce que du coup, tu te retrouves un peu à devoir travailler un peu entre l'ambition de la direction et les ambitions marketing et toi au milieu? Comment est-ce que ça s'articule personnellement? Est-ce que c'est une position qui est facile à tenir ou pas? Dans une marque en plus, dans une marque textile. Ouais, je comprends. Alors déjà, c'est pas comme si j'étais consultant extérieur à apporter du conseil sur telle ou telle problématique, situation, et qu'ensuite j'avais plus trop de droit de regard, ou qu'au final, les choix qui étaient pris ne me considéraient plus, tu vois. Donc, c'est plutôt l'inverse. Je suis pleinement impliqué, mais au même titre que d'autres services de l'entreprise qui sont aussi pleinement impliqués. Par exemple, le sujet de la garantie de réparabilité à vie chez nous, il est 100% de la responsabilité de notre service SAV. Donc, tu vois, sur les matières, sur plein d'autres trucs, les services travaillent très bien là-dessus. Et moi, j'agis plutôt en chef d'orchestre sur la vision. Mais c'est vrai, effectivement, qu'entre l'engagement d'une entreprise en 2008 dans le textile et l'engagement qui est attendu d'une entreprise en 2023, les choses ont largement évolué. Et donc, moi, c'est mon rôle d'intensifier l'engagement, la maturité, la pertinence des propos, ne pas tomber dans le greenwashing, aller s'attaquer à des sujets de fond, de modèles d'affaires, de l'intemporalité de la collection, de la sobriété dans les pratiques de production, de consommation, pour sortir des sujets trop classiques du textile. En gros, si tu veux demain, si tu veux faire mon métier de la manière la plus bateau qui soit, tu t'intéresses aux matières, au packaging, à des trucs un peu comme ça classiques. Tu peux même tout miser sur l'aspect local, alors qu'en fait, le transport est on va revenir sur ces notions après. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est encore, je me répète un poil, mais d'être allé explorer ce qui se disait ailleurs, les climatologues, les ingénieurs en énergie, etc., pour ensuite revenir côté Picture et poser à plat le truc, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, je dis souvent, dans mon métier, je benchmark assez peu ce que font les autres marques de textile. Ça serait le meilleur moyen de me planter dans certains cas de figure. Si tu vas voir certaines marques de outdoor ou des marques de textile, et tu vois qu'elles vont produits 100% compensés, entreprise neutre en carbone, et que ça parle aux consommateurs, c'est le problème. Alors peut-être de moins en moins, mais historiquement, ça a quand même parlé. Bah, tu as envie de te dire, ah trop bien, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, moi plutôt en allant voir Carbone 4 et NZD, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc tu vois, je navigue un peu comme ça. Et du coup, le propos que j'ai en interne est très 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 souvent backé par des propos scientifiques, par des études scientifiques. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas Florian Paluel qui dit comment il faut faire, c'est regardez, le plus gros potentiel de réduction des émissions d'ici 2050, entre 40 et 70%, il est lié à un changement de la demande et d'une plus grande sobriété dans les pratiques. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Par définition, c'est ce qu'il faut faire aussi en interne. Tu vois, c'est comme ça que je travaille. Donc voilà, c'est pas Florian Paluel qui recommande, c'est les rapports scientifiques, quoi. C'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent The Big Shift qui se retrouvent un peu dans cette situation où tu peux vraiment être un peu un exemple de ce qui est possible de faire en entreprise. Et une grosse question pour moi, c'est quoi
la résistance principale que tu as en interne, tu vois, parce que si tu dis bah oui, mais en fait le rapport scientifique dit ça, t'apportes pas forcément une solution, un business model ou une solution je sais pas, rentable derrière à côté qui permet de faire un substitut à ce qui aurait été fait si on n'avait pas écouté ton rapport. C'est quoi la résistance principale que tu rencontres? Est-ce que c'est une résistance au changement? Est-ce que c'est une résistance, je sais pas, à la croissance d'une entreprise ou même juste à sa survie? C'est quoi le truc principal qui est le plus difficile à déconstruire, entre guillemets? C'est peut-être le... En fait, on est dans l'outdoor. Ouais. Et avant d'être dans la mode, tu vois, on est dans l'outdoor. Et on est sur un marché qui est en pleine croissance, hyper porteur. Tout le monde a envie d'aller faire sa rando, d'aller sortir les skis de rando, depuis qu'il y a eu le Covid d'ailleurs. Et donc en fait, t'es obligé de naviguer entre, bien sûr que c'est porteur, mais comment faire pour ne pas passer la démultiplier et exploser les compteurs, quoi. Donc il y a une phrase de Thomas Hurier de 1083 que tu connais peut-être, qui dit, enfin, il a cette manière de présenter son entreprise et son modèle de développement, vendre moins de jeans à plus de gens. En fait, la consommation serait réduite par personne. Chaque individu doit consommer moins, mais par contre, tu es en droit de faire connaître ta marque à plus de gens. Et je me retrouve plutôt pas mal là-dedans, de dire que bien sûr qu'on a une évolution, mais et si le message de fond derrière, le message numéro 1, c'est un message de sobriété dans la production et dans la consommation, et que les gens se disent, et que les gens le comprennent ce message, et qu'ils se disent ok, bah, je vais consommer moins, et la prochaine fois que j'ai à faire un choix d'achat, de seconde main, de réparation, de quoi que ce soit, que ça aille vers Picture, ou que ça aille vers Loom, vers Veja, vers 1083, vers Opal, tu vois, toutes ces marques engagées, vers Patagonia, bah, j'ai pas trop de soucis avec ça. Après, bien sûr, ce que je dénonce, c'est quand tu as des objectifs de croissance avérés, avec des chiffres, avec des atterrissages, avec des choses comme ça. Ça, c'est moins ma cam. Dès l'instant où la croissance elle est globalement organique, tirée par la demande, tirée par un engagement. Tu vois, il y a plein de marques qui sont très engagées, et en fait, l'engagement parle pour eux. L'engagement leur fait leur marketing, et derrière, les gens ils se disent, bah, c'est cette marque que je veux. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à acheter 10 t-shirts de cette marque engagée, mais quand ils en auront besoin d'un ou de deux, ils iront vers cette marque. Et donc ça me parle dans les modèles de développement, et c'est ce que j'essaye d'insuffler en interne. Super intéressant, et il y a probablement, j'imagine, des systèmes qui permettront de contrôler un peu la consommation par personne, peut-être, parce que jusqu'à présent, tiré par la demande, ça peut être un peu pernicieux aussi. On va s'arrêter là une seconde parce qu'on n'a pas encore défini, t'as pas encore parlé de ce qu'était Picture, de la marque. Est-ce que tu peux nous présenter un peu toi et ce que tu fais chez Picture et ce que c'est que Picture? Ouais, bien sûr. Alors Picture, ça a été créé en 2008 par 3 amis d'enfance originaires de Clermont-Ferrand. Le siège est toujours à Clermont. Ouais. Cœur de métier, les produits techniques pour faire du ski et du snowboard. Donc une veste, un pantalon. Depuis, on a élargi la collection avec une approche action outdoor. Donc c'est-à-dire des vêtements techniques qui te permettent d'aller en montagne, d'aller barouder, d'aller faire du trek, toujours du ski, toujours du snow, du surf également. Et après, des vêtements de tous les jours qui transpirent aussi l'outdoor et le lifestyle autour de ça. Des valeurs environnementales et sociales présentes dès le début, un engagement fort, historiquement autour des matières, polyester recyclé, coton bio, les bonnes certifications, travailler avec les bonnes usines. Un modèle de distribution où on passe par des magasins. Donc Picture vend à des revendeurs, puis les revendeurs revendent aux consommateurs finaux, TVA incluse, etc. Donc voilà, création en 2008. On est presque 100 désormais dans l'entreprise. Ok. En France? Oui, en France. Uniquement en France. Après, à l'étranger, c'est des agents et des distributeurs force de vente, entre guillemets. Ouais. Il y a 45-50 personnes à Clermont et le reste des employés sont sur Annecy. Moi, notamment, j'habite sur Annecy. Et voilà. Et donc, moi, mon métier, c'est de rendre l'engagement historique de la marque. Parce que, en fait, j'ai pas débarqué en 2012 et encore moins en 2018 en disant on remet tout à plat et on part de zéro sur l'engagement. L'engagement était naissant et tout le mérite revient aux 3 cofondateurs de l'avoir
l'avoir décidé en 2008, à une époque d'ailleurs où de une, c'était pas un sujet sexy, de deux, crise financière, de trois, il fallait avoir un peu de flair pour se dire que, enfin, tu vois. Ouais. Donc moi, mon travail à l'heure actuelle, il est de rendre cet engagement historique plus mature, plus pertinent, plus en phase avec les grands enjeux actuels, pas que climat, mais limite planétaire. Et voilà, donc c'est des métiers qu'on appelle parfois responsable RSE, responsable développement durable, mais je n'aime pas du tout ces termes. Si les pratiques de RSE et de développement durable avaient permis aux entreprises de se transformer, ça se saurait. Tu vois ? Pas de faire des améliorations à la marge. Bien sûr, tu mets un peu de RSE en place, un peu de packaging, un peu de matière, un plan de mobilité plus ou moins intéressant. Mais le fond du problème, la course à la croissance, le modèle d'affaires, les pratiques de sobriété, etc., tu les adresses pas du tout, ou en tout cas de manière très insuffisante, via les RSE, via le développement durable. Et en fait, ce qui est assez... Alors bien sûr, il y a des entreprises très engagées qui vont dire qu'elles font de la RSE. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, vu que maintenant le mot RSE et développement durable est utilisé par tout le monde, sur n'importe quel site internet d'entreprise, textile ou non, dans le footer, engagement RSE, engagement durable. Ouais. Donc en fait, tout ça pour dire que la définition de mon métier, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais j'appelle ça responsable de l'engagement. Peut-être que demain, ça sera responsable de la post-croissance ou de la redirection écologique, j'en sais rien, tu vois. La CEC, Convention des entreprises pour le climat, eux, ils parlent d'entreprises à visée régénérative. Bref, mais entre guillemets, voilà pour présenter ce que je fais, quoi. Tiens, intéressant. Du coup, on mettra dans la description de l'épisode, notamment sur Spotify, vous pourrez nous donner votre avis sur ce que devrait être le terme pour ce type de poste dans le futur. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, j'aime bien responsable de la redirection écologique. Je trouve ça pas mal. Ok, si on part d'un grand point de vue macro, aujourd'hui, le secteur du textile, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de changement ? C'est quoi le gros constat ? Qu'est-ce qui va pas ? Alors, si on fait un recentrage climat, pour commencer, je vais avoir deux chiffres que je vais mettre en opposition et on va tout de suite voir qu'on a un énorme problème. Je vais citer un rapport de 2018 du cabinet Cantis qui avait travaillé sur l'état de l'industrie textile au sens mondial, au sens très large. Donc entre 4 et 7% des émissions mondiales, ok. Ça, c'est pas le chiffre le plus intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire le business as usual actuel, qui comprend matière recyclée, matière biologique, en amélioration, bien sûr, pas, c'est pas comme si c'était des pratiques ultra répandues, mais quand même le business as usual actuel qui comprend ces pratiques et aussi des pratiques conventionnelles, certaines améliorations de recyclage, etc., des bornes de collecte, tu vois, tout ce truc-là. Ce business as usual nous mène vers une augmentation des émissions de l'industrie textile de plus 49% d'ici 2030. Demain, donc. Demain, plus 49%. Donc c'est pas comme si on est... Par rapport à aujourd'hui ou par rapport à... Non, par rapport à 2018, du coup. Okay, ouais, voilà. Donc c'est pas comme si... Attends, qu'est-ce que je voulais dire ? En gros, on va pas être sauvé par ces nouvelles pratiques qui finalement ne changent rien au mode de consommation et au volume de vente. Et je lisais d'ailleurs dans votre rapport que entre 2000 et 2015, les volumes de vente de vêtements avaient augmenté de 100%. Sur 15 ans, ça me paraît phénoménal. Ouais, c'est ça. Et du coup, attends, je voulais juste revenir sur mon truc. En fait, c'est pas comme si les pratiques actuelles dont on entend parler de plus en plus par les marques, sur le recyclé, sur le bio, etc., étaient suffisantes. Au contraire, l'effet rebond avec l'augmentation des volumes de prod annule 100% des efforts actuels. Et donc, le chiffre que je mets en opposition à ce plus 49% d'ici 2030, c'est le besoin de réduction des émissions à l'échelle mondiale pour tenir les accords de Paris. Et ce chiffre-là, il est de moins 43% d'ici 2030 à l'échelle mondiale. Donc en fait, si d'un côté, l'industrie textile décide de continuer son business as usual, incluant certaines pratiques qui s'améliorent, et que ça mène à plus 49% des émissions, et que de l'autre, il nous faut moins 43 à l'échelle mondiale pour tenir les accords de Paris, bah, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Et que le problème numéro 1, il est que les pratiques actuelles, conventionnelles et alternatives sont largement insuffisantes. Alors bien sûr, c'est un peu comme à l'échelle du climat, responsabilité historique commune mais différenciée.
Donc, tu peux pas considérer dans le textile de mettre sur un même pied d'égalité la fast fashion, l'ultra fast fashion, les petites marques engagées, les petits producteurs, etc. Donc, c'est là où finalement, quand tu vas t'intéresser aux gros poissons, à ceux qui ont les pires pratiques, bah, tu vas cibler les grandes entreprises de fast fashion qui ont 3 curseurs dans leur modèle d'affaires. Renouvellement de collection délirant de l'ordre de 20 à 25 fois par an, incitation à consommer dans tous les sens et prix dérisoire. Et donc, c'est là où tu peux commencer à regarder à partir des années 90 que ces modèles d'affaires sont arrivés et qu'il y a eu tous ces produits qui ont été mis sur le marché. C'est qu'on a doublé, en France en tout cas, à l'échelle mondiale, je ne sais plus, en France, on a doublé le volume de vêtements mis sur le marché entre 90 et 2015. Donc, quand je dis doublé, là, voilà, plus 100% d'augmentation. Sur la même période, entre 1990 et 2015, toujours en France, l'usage qu'on fait des produits, moins 20%. Donc, forcément, on en a de plus en plus dans les placards, mais il n'y a pas plus de jours dans la semaine qu'avant pour les utiliser. Donc, tu les accumules et tu les portes moins qu'avant. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais entre 2000 et 2015, entre 90 et 2015, la population mondiale, elle a augmenté aussi. Alors oui, la réponse est oui, de plus 21%. Donc, tu ne peux pas considérer que d'un côté, 21% d'augmentation de la population mondiale, plus 100% de conso de textile, tu vois, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, du coup, quand tu rapportes ça à la consommation par personne, en France, encore une fois, tu mets sur le marché chaque année 2,8 milliards de pièces TLC, textile, linge, chaussures. Tu divises ça par 67 millions d'habitants. Ça te fait, t'enlèves un peu des invendus, ça te fait 35-40 pièces par personne par an. Alors que ce volume de pièces par personne par an, pré-fast fashion, donc dans les années 90, il était d'une vingtaine de pièces. Donc tu vois, il faudrait revenir à cet état des années 90, pré-fast fashion, où les gens dans la rue, ils n'étaient pas tout nus. Ils étaient habillés, c'était très bien, et voilà, ça marchait, quoi. Même 20, moi, ça me paraît beaucoup. C'est qu'en fait, 20 chaque année. Après, c'est en moyenne, donc bien sûr, il y a des disparités. Et c'est textile, linge, chaussures. Donc, il faut considérer le linge de maison, les chaussures, pour diverses pratiques, et les fringues. Mais voilà, on a explosé les compteurs, ça masque. Et c'est le pire avec les moyennes, c'est que ça masque en plus des inégalités. Donc voilà un peu. Donc ça, c'était un angle climat sur ce besoin de réduction d'émissions, la différence entre les plus 49 d'un côté et les moins 43 de l'autre. Et après, il y a plein d'autres sujets. Et c'est bien d'avoir une approche limite planétaire quand on parle de textile, parce qu'en fait, tu pourrais te dire, le coton bio, on en parle depuis 15 ans, à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. En fait, non, quand il y a 3 semaines, une nouvelle étude sort et te dit que la plus grande cause de disparition d'oiseaux depuis X années, enfin sur les dernières décennies, c'est l'usage de pesticides et de fertilisants très intenses. En fait, oui, le coton bio, corrélé à une baisse de la production et de la consommation, reste tout à fait cohérent. Parce que qui dit bio dit pas d'intrants chimiques. Et pareil sur d'autres sujets liés au PFC, etc. Mais voilà, on est sur une industrie gloutonne, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un petit point, parce que tu disais il faut séparer fast fashion, ultra fast fashion. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que il y a des c'est quoi les différents en fait, les différentes métriques? Le mot ultra fast fashion, il existe depuis, je crois, depuis l'émergence de Shein. Shein, je crois que c'est Shein, S-H-E-I-N, qui pour le coup est considéré comme de l'ultra fast fashion. En gros, tous les codes de la fast fashion, des grandes marques qu'on connaît, Shein se les approprie et fait x10 dessus, tu vois. En gros, c'est ça. Et donc, avant, il y avait une vingtaine de collections par an pour des grandes marques de fast fashion. Shein, ils sortent 5000 références par jour, je crois. Exactement. Comme ça. Donc, tu vois, les prix, c'est encore plus du délire qu'avant. Les pratiques sociales, environnementales, de chimie, etc., sont au plus bas. Donc, en fait, il a fallu créer une nouvelle catégorie pour eux, tellement c'est hors sol et tellement ils sont en roue libre, quoi. Donc, voilà. Ultra fast fashion, je mets Shein dedans. Fast fashion, entre guillemets, tous les autres. Et puis après, après, t'as des marques
Toutes les marques de l'outdoor, par exemple, la norme, c'est d'avoir 2 collections par an. Et puis plein d'autres marques, hein, bien sûr. Printemps-été, automne-hiver. Ce qui est un peu vicieux, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des pratiques de la fast fashion qui inspirent des entreprises qui ne sont pas considérées comme telles. Comme quoi ? Par exemple, le Black Friday. Ouais. Tu peux tout à fait avoir 2 collections par an et faire du Black Friday. Black Friday qui a été créé par ces univers très consommateurs, très volatiles sur les prix, etc. Donc, et en fait, ce qui est assez, on pourrait même repartir sur un autre sujet d'affichage environnemental. Tu peux considérer qu'un produit fini est bas carbone, bien fabriqué, etc. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce produit fini ? À quel prix tu le vends ? Et est-ce que tu vas tout faire pour qu'il soit surconsommé ? Donc, tu vois, il y a une approche produit fini et une approche modèle d'affaires qui est au-dessus, encore plus importante. Et c'est en cela que parfois, il y a des dérives dans certaines marques qu'on ne considère pas comme fast fashion, qui s'approprient des pratiques de la fast fashion parce qu'en fait, ça marche. Et ce que Loom appelle la primovice, en fait, c'est totalement ça, quoi. Les pires pratiques qui sont souvent les plus rentables. Et donc, quand tu es derrière tes fichiers Excel et tout, tu te dis, ça peut être intéressant quand même. Et comment est-ce qu'on fait en tant que consommateur pour les repérer, ces marques qui paraissent engagées, qui le sont, mais qui en même temps ont des codes qui les trahissent un peu ? En tant que consommateur, il faut être un peu averti sur le sujet. Parce qu'en fait, depuis 15-20 ans, on est baigné par des communications des marques autour de sujets comme les matières et le packaging. Donc en fait, tu as envie et la fin de vie aussi, le recyclage, la fin de vie, les bornes de collecte en magasin. Donc toi, si tu as vu ces communications X fois de la part de ces marques, tu as envie de te dire c'est cool. Et c'est pas très grave, entre guillemets, s'il y a du Black Friday à côté, s'il y a des soldes à outrance, s'il y a des collabs dans tous les sens, etc. Et alors que moi, j'aimerais bien avoir une approche inverse. La marque qui est la plus intemporelle possible, avec des produits durables qui n'incitent pas à consommer, c'est pas très grave si elle a toujours un peu de coton conventionnel et un peu de polybag et pas de borne de collecte en magasin. Tu vois, il faudrait faire le cheminement inverse. Et ce cheminement-là, il est très peu fait parce qu'en fait, il faut être un minimum averti, connaisseur du sujet, et c'est tellement à contre-courant de ce que les marques nous disent depuis toujours qu'en tant que consommateur, on peut pas s'y retrouver. Ouais. Et encore une fois, ça serait imaginer qu'on remet sur le dos la responsabilité de la consommation au consommateur, que ça pourrait envoyer un message à la marque de changer ses pratiques. Là, on n'a vraiment plus du tout le temps pour ça, quoi. C'est comme si on se disait attendons que les gens arrêtent d'acheter Chine pour que Chine transforme ses pratiques. Non, il faut aller tacler le plus rapidement possible ce modèle d'affaires. Et en fait, les gens suivent derrière. Dès l'instant où quelque chose n'existe plus, ils trouvent une alternative, ils s'adaptent. Et après, l'angle mort de ce sujet, c'est la question du pouvoir d'achat, qui est un faux sujet. Un t-shirt à 35 € est cher si on décide de l'acheter plusieurs fois par an. Un t-shirt à 35 € durable n'est absolument pas cher si tu en achètes un ou deux, peu importe, et que tu le gardes 2, 3, 4, 5 ans, tu vois. Donc, mais voilà, ça c'est des discours qu'on n'entend jamais de manière de la part des marques. C'est un des chevaux de bataille de Raphaël Glucksmann au Parlement européen qui parle beaucoup de Chine, et notamment du fait qu'effectivement la fast fashion est très chère pour les consommateurs parce qu'en fait c'est pas 4 pièces dans l'année que tu viens t'acheter, mais c'est 40, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui en plus que tu vas porter 3 fois. Ouais, c'est ça. Pour les consommateurs, pour les travailleurs, pour le vivant, enfin. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal là de la matière, on a parlé coton bio, etc. C'est le bilan carbone de l'industrie est très très différent de ce que veulent nous laisser montrer les marques quand elles communiquent. On communique beaucoup sur le fait que ce soit du recyclé, on dit c'est du polyester repêché en mer, on dit c'est du coton bio, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la matière qui est l'impact premier sur l'industrie textile? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bilan carbone? Bonne question. C'est tout sauf le premier, justement. Ouais. C'est le cycle de vie. On va recentrer carbone. Quand on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre d'un produit fini, il faut toujours avoir une approche ACV, analyse de cycle de vie. Ouais. Donc tu vas regarder l'extraction,
de la matière première, la création de la fibre, la transformation, fabrication, l'usage, éventuellement la seconde vie et la fin de vie. Donc si on passe tout ça à la loupe pour le textile, 75% de l'impact par exemple d'un t-shirt, d'une veste, peu importe, provient de la fabrication du tissu. Donc filature, tissage, teinture. 75% de l'impact parce que ce sont des procédés très énergivores. Ce sont des machines, une succession de machines qui travaillent, qu'il faut alimenter en électricité. Manque de bol, à l'échelle mondiale, la production d'électricité, c'est une des toutes premières causes d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, 70% carboné. Exact, parce que beaucoup de gaz et beaucoup de charbon surtout, et beaucoup de gaz. Et donc ça, l'origine de l'électricité des machines, qui font qu'à la fin, tu as un tissu, conditionne l'intensité carbone du produit fini. Ça, c'est très clair et net. Et donc là, on a un énorme problème avec l'Asie. Parce que alors tu vois, au tout début de l'entretien tu me demandais comment je navigue au quotidien avec l'actualité, climat, etc. Un podcast que j'ai écouté, je sais plus quand, il y a peut-être un mois, où quand j'entendais que par rapport à la transition énergétique en Chine et la transition écologique au sens large, et en 2022 je crois que c'était une centrale à charbon qui ouvrait par semaine, ou 2 par semaine, tu vois, quelque chose comme ça. Donc là pour le coup c'est typiquement la news qui te met un petit coup derrière la tête, et tu peux pas t'empêcher de faire le comparatif par rapport au textile, avec et Picture y compris. Une grande majorité de nos produits techniques, vestes de ski, pentes de ski, sont faits à Taïwan et en Chine. Et donc on a un énorme sujet de transition énergétique en local et de relocalisation énergétique pour placer des productions dans des pays bas carbone de par leur production d'électricité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire forcément revenir en Europe ou... Ça veut... partiellement, ouais. En gros, ce que j'appelle transition énergétique d'une chaîne d'approvisionnement existante en Asie, ça veut dire que tu identifies une usine en collaboration avec d'autres marques de l'industrie. C'est ce qu'on fait avec plein de marques. Tu identifies que cette usine, tu la partages avec d'autres marques, et que tu pourrais mettre des panneaux solaires sur le toit, que tu pourrais améliorer l'isolation, électrifier un process qui à l'heure actuelle est très carboné, très dépendant d'un fuel lourd, tu vois, par exemple. Donc ça c'est quelque chose à faire, c'est intéressant. Et après deuxième grand combat, ce que moi j'appelle relocalisation énergétique, donc replacer des productions en Europe. Il faut pas se voiler la face. L'Europe est plutôt peu carbonée dans la production d'électricité, sauf en Allemagne, sauf en Pologne. Mais qui ne sont pas forcément des pays producteurs de textiles. Voilà. Veja, par exemple, au Brésil, bosse plutôt pas trop mal là-dessus. En fait, il faudrait se méfier à pas non plus faire une apologie de l'électricité bas carbone et de l'hydro, par exemple. De l'hydro ou du nucléaire, c'est pas le thème. Mais si tu ressentes là-dessus, effectivement, il vaut mieux avoir des prods en France, au Portugal, au Brésil, même au Vietnam. En Asie, ça bosse plutôt pas mal par rapport au reste de l'Asie. Donc voilà, et ça, c'est des sujets ultra majeurs en interne chez nous. Voilà quoi. Ok, et sur le reste du bilan carbone, du coup ? Ouais, sur le reste du bilan carbone, c'est vrai qu'on en était là. Donc là, on était sur 70-75% liés à la fabrication. Tu peux rajouter 15% liés à la fibre. Et dans ces 70%, c'est essentiellement l'électricité nécessaire pour alimenter les machines, moins que la matière première en tant que telle. Justement, 15% liés à la matière première, à la fibre. Tu vois, quand tu dis en fait qu'un t-shirt est composé de coton bio, de 100% de coton bio, c'est qu'à la base, tu avais une fleur de coton bio. Ou quand tu dis qu'un t-shirt est composé à 100% de polyester recyclé, tu avais un granulé de polyester recyclé. C'est tout. Tu vois, c'est tout. Après, il a fallu faire du fil, du tissu ou du tricot, le teindre, etc. Donc la fibre, c'est 15%. Ensuite, donc là, on est déjà à 90, ça va vite. Derrière, bien sûr, tu as du transport. Tu as de l'usage, donc le fait de laver, éventuellement de repasser, même si on le recommande pas du tout, et la fin de vie. Et donc effectivement, et ça c'est quelque chose de largement inconnu, le packaging ça doit être 0, quelque chose, tu vois. Le transport, dans notre bilan carbone à nous, c'est de l'ordre de 3-4%. À l'échelle de l'industrie, c'est à peu près pareil. Et je suis sûr que là, on est à Paris, on sort dans la rue, on questionne les gens, il y en a aucun
qui va te dire que c'est lié à des procédés énergivores dépendant de l'électricité. Enfin, c'est absent. D'ailleurs, quand les marques produisent au Portugal, elles disent on produit à côté, on produit au Portugal, donc moins de prix de transport. Exact. Et en plus, on a des matières propres, mais on parle rarement de la méthode de fabrication. Ouais. Le prisme autour de l'énergie, il est très très absent dans les communications des marques. Et je sais même pas parfois s'il est... Alors, souvent les marques, elles se disent on va parler du sujet qui parle le plus aux consommateurs. Ouais. Donc si c'est vrai que c'est un sujet indirect, c'est pas la matière en elle-même. Ouais. Et donc en fait, quand tu es en France ou au Portugal, ce qui importe le consommateur, c'est de savoir que c'est local. Donc tu vas lui parler de ça. Alors à un moment donné, moi je me questionne, quel est notre rôle en tant qu'entreprise pour éduquer et être le plus transparent possible. Si on parle toujours d'un sujet qui touche le consommateur, pourquoi pas? Mais si tu lui masques à un moment donné le problème numéro 1, c'est peut-être un peu limitant. Donc après, on va pas... Il y a d'autres chats à fouetter. Je veux dire, les marques qui sont en France et au Portugal, je les respecte, je les connais. Et leur communication, j'ai aucun problème avec. C'est juste qu'effectivement, de leur part, ça pourrait être cool de dire que le choix de la France ou du Portugal est aussi un choix énergétique. Qui conditionne l'intensité carbone de leurs produits finis. C'est absolument majeur, tu vois. Ok, c'est vraiment pas un truc que j'avais en tête, la partie machine, énergie, et du coup hyper important, et je pense que ça va parler à pas mal d'auditeurs. Sur votre site, donc je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, mais vous dites que vous faites partie du problème et de la solution. Je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que ça veut dire, étant donné que a priori, je trouve qu'il y a beaucoup de transparence dans cette phrase. Et peut-être même un peu trop. Comment est-ce que vous jouez avec ça? Ouais. En fait, c'est la vision que j'ai de l'entreprise. Elle fait partie du problème parce qu'elle pollue, mais à quoi, entre guillemets, peut servir cette pollution? Donc, si je caricature, une entreprise qui fabrique des vélos cargo pollue. Voilà, fabriquer un vélo pollue, mais à quoi sert la mise en circulation de ce vélo cargo? A priori, ça sert plutôt à remplacer l'usage de la voiture individuelle, tu vois, et de la logistique du dernier kilomètre. Donc du coup, cette entreprise-là, elle fait à la fois partie du problème, elle pollue, mais elle fait largement partie de la solution par rapport à la transition nécessaire pour la mobilité. Dans le textile, c'est pareil. Les gens auront toujours un besoin de s'habiller, et donc il y aura toujours des entreprises derrière pour répondre à ce besoin. Ces entreprises, elles fabriqueront de moins en moins, j'espère, de moins en moins de choses neuves, mais le simple fait d'avoir une activité pollue, donc problème, mais à quoi sert cette pollution? Et donc, en fait, c'est voilà, le truc de se dire à quoi serviront les entreprises de demain dans une société juste, bas carbone, qui n'est pas en dépassement écologique, qui consomme moins et qui produit moins. Tu vois, les entreprises, elles auront toujours de la valeur. Et après, il y en a qui sont clairement plus primordiales pour la transition que d'autres. Dans le textile, il n'y a pas trop d'effet de remplacement. Tu peux pas te dire, j'achète ce t-shirt d'une marque engagée bas carbone pour remplacer un t-shirt que j'ai déjà. Si tu l'as déjà, porte-le et ça marche très bien. Inversement, si tu fabriques des pompes à chaleur, tu remplaces des chaudières fuel. Tu vois, à aucun moment tu vas entendre quelqu'un te dire la chaudière fuel la plus écologique est celle que je possède déjà. Non. Mais par contre, avec le textile, ça marche. Le produit le plus écologique est celui que je possède déjà, même si c'est d'une marque un peu flinguée. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a des secteurs de la transition qui doivent largement accélérer leur activité. Là, j'ai parlé un peu de mobilité, j'ai parlé un peu de réno des bâtiments avec les pompes à chaleur. Et il y en a d'autres, dans le textile, qui doivent en faire largement moins. Et dans ce gâteau, dont la part diminue, il y aura toujours des marques derrière qui essaieront de faire les choses le mieux possible, qui pollueront, mais qui répondront à un besoin. Donc voilà, en gros, ce que j'entends par faire partie du problème et de la solution. Et c'est quoi ton espoir du coup là-dessus? Est-ce que tu penses que... Parce que clairement, tu me disais que on pourra pas faire bouger, que Picture pourra pas faire bouger l'ensemble de l'écosystème seul, que vous allez devoir collaborer, que vous allez devoir parler avec des grandes marques.
C'est quoi ton espoir? Est-ce que tu penses qu'à 2030, il peut y avoir, là on parlait des 49% de trop versus 43% nécessaires en moins, est-ce que tu penses qu'il y a des objectifs qui sont réalistes et qui sont réalisables avec l'état dans lequel on est aujourd'hui? En mobilisant les leviers réglementaires, oui, je pense. Et en fait, c'est là où ça a été comme une révélation un peu chez Picture ces 2 dernières années, où je me suis dit, bien sûr que tu balayes devant ta porte au maximum pour ton engagement d'entreprise, mais il y a aussi d'autres chats à fouetter dans le textile. Et on ne peut pas juste se satisfaire de l'épanouissement et de l'amélioration des marques engagées. Et donc c'est pour ça il y a 1 an et demi, on a rejoint le collectif En Mode Climat, qui est une association, un lobby pour réguler davantage l'industrie textile et la mise sur le marché de produits textiles en France. Et en fait, se dire que on est un grand tissu économique, plusieurs marques, plusieurs membres qui veulent que ça bouge, qui veulent casser la prime au vice et mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et en fait, ce travail en coalition, il est fort. Parce que souvent, on entend dire il faut être gros pour être influent. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être gros? Combien de temps? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est 500 millions? On ne sait pas trop. Donc, en fait, il faut surtout être nombreux et collaborer pour être influent. C'est ce qu'on fait sur la transition énergétique dans les usines et c'est ce qu'on fait avec En Mode Climat, où en fait, il y a tout ce tissu économique. Là, on est plus de 600 membres qui se disent on veut que ça bouge. Et ce n'est pas juste l'affaire des petites marques engagées. C'est des petites, c'est des moyennes, c'est des grandes. Et donc, on aborde ce sujet de la transformation collective à travers l'engagement dans Mode Climat sur de la réglementation, à travers 3 grands leviers réglementaires qui existent ou pas et qu'il faudrait intensifier. Un affichage environnemental réellement ambitieux. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais en gros, ne pas considérer que le produit fini, mais considérer le modèle d'affaires qui est au-dessus. Dans l'affichage environnemental, donc à destination des consommateurs, comme la BCDE pour les frigos. Et donc ça veut dire, ce serait du coup une note, c'est ça, sur le produit, ouais, qui tient compte de la méthode de fabrication, du lieu de fabrication, voilà. Donc là, de critères sociaux, j'imagine, aussi. Donc là, c'est plutôt des aspects produits finis, collection, mais aussi qui tiendraient compte du prix, du renouvellement de la collection et des incitations à consommer qu'il y a derrière. C'est un peu ce que je disais, tu peux pas considérer qu'un t-shirt de la fast fashion made in Portugal qui représente une capsule au sein d'une collection qui change tous les 4 matins soit noté A juste parce que ce produit fini-là est peu émissif. Ça ne dit rien des intentions de la marque qu'il y a derrière. Et alors je comprends que c'est loin d'être un sujet évident à adresser dans le cadre d'un affichage environnemental, mais par contre c'est absolument majeur. Sinon, t'oublies encore une fois d'adresser les bons sujets, quoi. Donc ce serait une sorte de note, rapport qualité-responsabilité-prix. Ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, on est sur un sujet d'affichage qui existe sur lequel plein de gens travaillent depuis plusieurs années. Ça devrait bientôt voir le jour sur une méthode qui n'est pas encore 100% satisfaisante. Et donc c'est là où En Mode Climat s'active, stratégie de plaidoyer pour transformer tout ça. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, l'éco-organisme Refashion. En gros, chaque marque entreprise textile en France, dès l'instant où tu mets des produits sur le marché, tu es taxé. Tu es taxé pour financer des projets de recyclage, de fin de vie, de réparation. Et en fait, cette taxe, elle peut être modulée à la hausse, à la baisse, selon tes pratiques. Donc là, encore une fois, soit tu peux t'intéresser à des pratiques classiques et tu peux aller caper un peu plus haut pour tacler les mauvaises pratiques liées à des modèles d'affaires. Donc ça, c'est une autre stratégie de plaidoyer. Et après, il y a l'introduction de la taxe carbone aux frontières pour aller tacler les produits les plus émissifs. Donc En Mode Climat, à travers tous ses membres, sa stratégie de plaidoyer. Et d'ailleurs, il y aura plein de choses à faire avec Raphaël Glucksmann, qui est très très complémentaire dans notre combat. Bref, c'est le travail qu'on mène avec En Mode Climat. Moi, je suis membre actif pour l'asso, donc c'est-à-dire que je dédie, je dirais, une demi-journée toutes les 2 semaines pour recruter de nouveaux membres. D'accord. Pour leur dire, voilà, on est 600, on a besoin d'être plus. Par exemple, quand cette stratégie-là de plaidoyer, ce texte, on le présente à Bruno Le Maire, on ne veut pas juste qu'il y ait Picture, Oxbow, Fago, Opal et je ne sais qui. On veut qu'il y ait des gros poissons, des gros noms. Donc récemment, on a discuté avec Petit Bateau, avec Salomon, avec Millet d'Air la Fuma, avec Decathlon, avec Cézanne. Et ces marques que je cite volontairement ne sont pas encore membres.
Donc petit clin d'œil si vous m'écoutez. Mais en tout cas, voilà, ça montre qu'on veut tous et toutes être mis sur un même pied d'égalité et tacler la primo-vis, tacler les pires pratiques, quoi. Mais ça se fera absolument dans un cadre réglementaire, un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Chine. En aucun cas, ça viendra de l'engagement des marques et encore moins des choix de consommation des individus. Ça mettrait 30 ans, quoi. Okay. Donc là, j'ai l'impression, en fait, dans l'état où vous en êtes, vous avez bien avancé sur la partie micro, sur la partie picture, et maintenant vous essayez d'avancer sur la partie macro, sur la partie marché. Exact. C'est tout à fait ça, tout en étant agile en interne pour ne pas se reposer sur nos lauriers. Tu vois, il y a plein de sujets en interne sur lesquels on montre certaines incohérences et qu'il faut absolument adresser. Et aussi avoir en tête que, ça fait partie de notre existence, de notre histoire, d'avoir un engagement, parfois incohérent, mais un engagement mature et très transparent. Mais il y a beaucoup d'autres chats à fouetter dans cette industrie pour être satisfait du travail accompli. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu peux pas... C'est très beau d'avoir Patagonia qui progresse, Opal qui progresse et Picture qui progresse, mais quand tu recules un peu et que tu as une vision industrie, elle va pas du tout dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce que tu veux, en fait? C'est juste être content de ton côté du chemin parcouru, ou est-ce que tu as envie d'avoir cette vision un peu plus globale de quelque chose qui s'améliore? C'est ça qu'on veut, quoi. Donc, on a pas mal parlé de grosses échelles macro de l'industrie. Vous, à votre échelle plus micro, c'est quoi les grands... toi, tes combats, c'est quoi les réussites que tu as eues, ce que tu as réussi à mettre en place dans la boîte, et ce dont vous êtes fiers de votre engagement et de votre progression? Alors historiquement, il y a un focus chez Picture au niveau de la collection. Encore heureux, c'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier de fabriquer des produits, mais autour des matières. Donc 100% de la collection Picture est composée de matières recyclées, biologiques, certifiées, biosourcées, et dorénavant aussi de ce qu'on appelle circular, donc un polyester circulaire entre guillemets, dans le sens où on recycle, enfin c'est pas nous qui le faisons, mais c'est des partenaires avec qui on travaille, qui recyclent des vêtements usagés. D'accord. Pour en refaire des nouveaux. Donc tu boucles la boucle, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En gros, très rapidement, le polyester, c'est de très loin la matière la plus utilisée dans l'industrie. Soit tu extrais du pétrole, tu fais du polyester. Soit tu recycles des bouteilles plastiques, tu fais du polyester. Soit tu fais fermenter du sucre, tu fais du polyester biosourcé. On en a fait un petit peu, mais on s'en éloigne parce qu'il y avait des problématiques liées à l'usage des sols, etc. Quatrième option, tu recycles des vêtements usagés en polyester pour en refaire. Donc notre collection outerwear, donc les produits techniques, sont maintenant largement composés de cette fibre-là, issue de vêtements usagés. Et là, qu'est-ce qu'on arrive à faire comme taux de réemploi? C'est quoi? C'est 70%? Parce que la plupart du temps, dans ces boucles circulaires, quand on parle de polymère, on a un nombre de cycles un peu maximum de recyclage. Et derrière, ensuite, déjà, on a des difficultés à retrouver les mêmes propriétés mécaniques en recyclant à 100% un produit dans un nouveau. On est toujours obligé d'intégrer de la matière vierge un peu dedans. Là, chimiquement parlant, vu que tu dépolymères, tu repars à un niveau zéro de chimie et de structure du polyester. Donc tu récupères ta fibre, après t'en fais du fil. La qualité du tissu, la durabilité du produit fini est plutôt liée à comment tu fais du fil, du tissu et de la teinture. Mais sur la chimie avant, il n'y a pas trop de problèmes vu que tu dépolymères. Après, c'est plutôt dans la collecte. Là, on s'occupe que du polyester, donc il faut que les vêtements collectés soient 100% polyester. Ce qui heureusement ou malheureusement, je sais pas trop, est souvent le cas vu que c'est la matière préférée de la fast fashion. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fait maintenant par rapport à ça. Et c'est quoi le système de collecte? C'est dans des boutiques ou c'est via des réseaux de relais ou des... Alors, en fait, on a mis l'accent chez Picture sur plein de sujets liés à notre engagement. Par contre, la fin de vie, on a toujours considéré ça comme la dernière des dernières bonnes solutions. Donc, on n'a jamais mis la priorité là-dessus. Donc, chez Picture, il n'y a pas de bande de collecte. On ne s'est pas impliqué plus que ça pour collecter. Par contre, on s'est toujours dit, dès l'instant où il y a des solutions qui émergent, de professionnels du recyclage, de nouvelles technologies, on se rapprochera d'eux
pour commencer à les utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est en Chine, proche de notre chaîne d'appro existante pour les produits techniques. Mais on suit de près ce que fait Carbios, aussi en France, sur du recyclage enzymatique très très intéressant. Donc voilà, ça a vraiment été un parti pris et c'est moi qui l'ai soutenu. Je préfère qu'on mette la démultiplier sur réparation, location, sobriété, upcycling que sur la fin de vie. Un produit, tu peux lui faire vivre plein de belles aventures avant d'imaginer le recycler. Donc, toutes ces belles aventures, on s'attarde dessus, on se focus dessus, on y met des efforts. Par contre, le recyclage, on la joue opportuniste. Voilà, j'assume 100%. Et dès l'instant où il y a des technologies qui émergent, on les utilise. Ok. Tu nous as parlé très rapidement là de garantie réparation à vie. Comment ça marche, ça ? Ouais, donc là, c'est une garantie où tous les produits techniques qu'on met sur le marché et ceux qui sont déjà dans les placards de nos clients, consommateurs, sont garantis à vie pour être réparés. Donc en fait, il y a uniquement le transport aller en direction du centre de réparation qui est à ta charge, mais sinon la réparation et le retour, c'est 100% payé par la marque. Et voilà, en fait, tout est dans la durabilité, la sobriété dans la consommation, où nous, on propose aux gens une alternative à l'achat. Et on leur dit, si ce produit-là, vous l'avez déjà, et qu'il y a un problème, on vous le répare quasiment gratuitement. On peut faire ça plein de fois. Alors, on espère que ça ne sera pas trop de fois, parce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un petit problème de durabilité de nos produits. Mais c'est le message qu'on envoie. On avait à peu près calculé, réparer plutôt qu'acheter neuf, c'est de l'ordre de moins 40% d'émissions. Parce que forcément, tu sautes tout plein d'étapes énergivores de fabrication dont on a un peu parlé. On a aussi un service de location. Pareil, là, le parti pris, c'est de se dire il vaut mieux fabriquer une veste et la louer à 5 personnes pendant la saison qu'en fabriquer 5 pour la vendre à 5 personnes. Et en plus, quand nous, on parle de veste, c'est du ski, du snowboard, des pratiques exceptionnelles pour certaines personnes qui habitent pas forcément proche des montagnes. Donc voilà, si avec moins de vestes fabriquées, on peut satisfaire un besoin. Le besoin, il n'est pas d'être propriétaire. Le besoin, il est de faire du ski, du snowboard. Et pour cela, tu as besoin d'une veste à un moment précis. Tu vois, c'est la différence. Donc, alors bien sûr, à l'heure actuelle, là, je parle de ça comme si c'était un truc de fou. C'est une micro-goutte d'eau dans notre modèle d'affaires qui n'est même pas encore rentable. Mais tu vois, on a posé quelques petites graines. Et voilà, après, on a plein d'autres sujets sur l'intemporalité de la collection, les carry-over. Les carry-over, c'est les produits que tu reconduis d'une année à l'autre pour éviter de changer ta collection entièrement d'une année à l'autre, justement. Donc là-dessus, voilà, il faut qu'on s'améliore. Mais c'est quoi, en fait, le besoin de changer de collection d'une année à l'autre ? Moi, je suis pas du tout de ce milieu-là, mais du coup, c'est quoi ? C'est pour le renouveau ? C'est parce que ça permet d'avoir des produits plus neufs ? C'est quoi c'est pour suivre des tendances ou... Alors oui, tu suis... Dès l'instant en fait où tu vas aller en fait chercher telle ou telle couleur, tel ou tel imprimé, c'est forcément lié à une tendance. Inversement, un t-shirt blanc, un t-shirt noir est tout ce qui est de plus intemporel. Tu sais qu'il y a 15 ans ça marchait et dans 15 ans ça marchera toujours. Tu sors dans la rue, ça marche. Mais dès l'instant où tu t'attardes sur couleur imprimée, tu rentres dans une forme de temporalité. Et donc, chez Picture, on a 2 collections par an, automne-hiver, printemps-été. Et historiquement, la marque a toujours été assez freestyle là-dessus, sur cet aspect fraîcheur, design complètement disruptif par rapport à tout ce qu'il faisait. Et donc, à la fois, ça nous a fait nous connaître, et à la fois, j'assume de le dire, c'est notre plus grande incohérence par rapport au sujet de l'engagement. Et incohérence assumée, pardon. Mais mon rôle, et le rôle de tout le monde chez Picture, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on a fait ça depuis 10 ans qu'il va falloir continuer à le faire. Comment est-ce qu'on fait pour faire des collections en noir et blanc les années prochaines, quoi. En noir et blanc, des produits reconduits, des produits intemporels. Bref, c'est un énorme chantier chez nous. Et voilà, je l'adresse, quoi.
Trop bien. Merci beaucoup, Florian. Vous aurez probablement pas de code de réduction pour des produits Picture à la fin de cet épisode. Vous pouvez faire un tour sur leur site quand même, c'est pas très grave. Merci beaucoup d'être venu jusque-là d'Annecy pour enregistrer cet épisode. C'était super intéressant. Et puis, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.